Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Maman de substitution, un titre intriguant, n'est-ce pas? J'avoue, je ne m'attendais pas à devenir maman à un si jeune âge. Mais les circonstances déterminent souvent le chemin que nous devons prendre pour nous-mêmes. C'est grâce à ma mère que j'ai fait ce choix. Mais gardez votre jugement pour la fin. Attendez d'entendre mon histoire. Je m'appelle Rita et j'ai 17 ans. J'étais heureuse de vivre avec ma famille. Mon père était médecin, ma mère était femme au foyer, j'avais 2 petites sœurs, Carla et Sarah, et nous vivions dans un quartier agréable et tranquille. Notre maison était toujours remplie de joie et de rire. Mon père était un père formidable et ma mère était une mère fantastique. Nous jouissions d'une vie stable, jusqu'à ce que ma mère tombe soudainement malade. Elle a commencé à avoir des maux de tête fréquents. Mon père l'a emmenée chez un neurologue, qui lui a dit que sa situation était grave, qu'elle devait être opérée d'urgence. Notre vie a soudainement été bouleversée. Nous sommes devenus tristes et déprimés. Aucun de nous ne parlait beaucoup. Papa essayait toujours de consoler maman. Mais chaque fois qu'il était seul, il pleurait comme nous, les enfants. Notre vie est devenue sombre. Le médecin fixait une date pour l'opération, et plus la date approchait, plus nous étions anxieux. Lorsque le jour est enfin arrivé, nous avons préparé quelques affaires de maman pour les emmener à l'hôpital. Elle avait l'air de penser que c'était la dernière fois qu'elle nous voyait. J'avais un mauvais pressentiment à ce sujet. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, maman m'a appelée et m'a dit « Rita, tu dois t'occuper de ton père et de tes sœurs. » J'ai soudainement paniqué. « Maman, arrête de parler comme ça, ai-je dit. Tu vas guérir et revenir à la maison. » Elle mit sa main sur ma bouche et dit « Bien sûr que je reviendrai, mais tu dois t'occuper d'eux en mon absence. Tu feras ça pour moi ?» Je pleurais, mais j'ai essayé de me calmer et j'ai hoché la tête. Puis le docteur l'a appelée. Elle a serré tout le monde dans ses bras, puis est entrée dans la salle d'opération pour être opérée. Nous avons attendu à l'extérieur de la salle, inquiets. Après un court moment, le médecin est sorti et a appelé mon père rapidement. J'ai su ce qui s'était passé en voyant l'expression du visage du médecin. Mon père est revenu quelques minutes plus tard et nous a regardés. Nous pleurions et il nous a pris dans ses bras. Notre vie est tombée dans une routine misérable et ennuyeuse. Mon père et mes sœurs étaient toujours tristes et je faisais de mon mieux pour essayer de m'occuper d'eux. Un jour, mon père m'a appelé auprès de lui et m'a dit « Tu sais combien je t'aime. » Vous tous. Mais parfois, nous devons prendre des décisions difficiles. Je n'aimais pas ce que je venais d'entendre. Il a dit « Je vais devoir me remarier. » J'ai fait 2 pas en arrière et j'ai dit « Te remarier? Mais pourquoi ?» Et il m'a répondu « Nous avons besoin de quelqu'un qui prenne soin de nous. Je sais que personne ne peut prendre la place de ta mère, mais je n'ai pas attendu qu'il termine. » Et j'ai dit « Papa, je ne prendrai jamais la place de maman. Et personne ne le pourra jamais. Mais je ferai de mon mieux. Je ferai tout ce qu'elle faisait. Je suis assez âgée et responsable. Je peux m'en occuper. D'ailleurs, j'ai promis à maman que je le ferai. » Il m'a regardé intensément et a abandonné tout de suite l'idée de se remarier. Au début, il m'a été très difficile d'apprendre à faire tout le ménage et la cuisine, mais je m'y suis habituée petit à petit. J'ai cherché sur Internet des astuces pour rendre mon travail plus facile et plus efficace. J'ai demandé à mes sœurs de ne pas faire de dégâts à la maison et elles m'ont plus qu'aidée. Je leur achetais des cadeaux. Ma cuisine s'est améliorée après de nombreuses tentatives ratées. Lorsque j'étais fatiguée et que je voulais abandonner, je me souvenais du visage de ma mère, et cela me donnait la force de continuer. 10 ans plus tard, je suis toujours la maman de la maison. Papa ne s'est pas encore remarié. Mes sœurs ont grandi et se débrouillent bien dans leurs études. Notre appartement est toujours propre et nous sommes à nouveau heureux. La route a été longue, mais j'ai fait ce que je devais faire, et je l'ai bien fait. Avec le recul, je me rends compte que j'ai été élevée dans un monde très étrange. Au centre de ce monde se trouvait ma mère, célibataire, héroïnomane, et, du moins à mes yeux, la meilleure mère du monde. Chaque jour, il y avait un moment où elle me disait « J'arrive dans une seconde », avant de disparaître dans sa chambre avec quelques-unes de ses amies et de fermer la porte à clé. À 7 ans, je restais longtemps devant cette porte fermée à clé, essayant d'imaginer ce qui se passait de l'autre côté. Il m'a fallu des années pour comprendre ce qu'elle faisait là-dedans. Pendant longtemps, j'ai pensé que les adultes faisaient une sorte de sieste. Ils sortaient de cette pièce si calme, si détendu et si joyeux. J'avais l'impression de rater quelque chose, car même après des nuits complètes de sommeil,
j'étais toujours fatiguée. Je voulais devenir exploratrice plus tard. Et je savais que cela me demanderait beaucoup d'énergie. Ma mère avait énormément d'amour à donner. Et c'est moi qui en recevais le plus. Nous jouions ensemble tous les jours pendant des heures. Et nous rêvions d'aventures ensemble. J'étais Link, elle était Zelda. Et notre mission était de vaincre le méchant démon qui vivait à quelques pas de notre maison dans l'ouest de l'Autriche. Tout d'abord, nous devions nous procurer une carte, afin de pouvoir localiser le démon et le détruire. Si ma mère était trop fatiguée pour notre mission, elle devait boire une potion à base de gousses de pavot pour reprendre des forces. Ma mère recevait généralement ses amis chez elle, comme Werner, qui m'a dit qu'il tirait son énergie de la nature et des arbres. Werner me racontait toujours les heures de gloire du club de football autrichien, tandis que le petit ami de ma mère, Adam, m'a appris à jouer aux échecs quand j'avais 6 ans. Il avait appris à jouer pendant son séjour en prison. Le seul mensonge que ma mère m'ait jamais raconté est sans doute que mon père était mort dans un accident de voiture avant ma naissance. Ce n'est que des années plus tard, lorsqu'Adam et elle sont devenus abstinents, qu'ils m'ont expliqué que mon père biologique était mort d'une overdose d'héroïne. Après avoir passé quelques mois en prison pour possession de drogue, il avait pris sa dose habituelle, mais sa tolérance avait baissé pendant qu'il était en prison et la dose s'était avérée trop forte. Dans sa douleur, ma mère enceinte a envisagé de se suicider, mais un livre qu'elle a lu l'a convaincue qu'elle se réincarnerait sous la forme de vie la plus inférieure si elle le faisait. À l'école, j'étais un peu une enfant turbulente, grossière et mal élevée. Mais c'était la norme là où j'ai grandi. Nous vivions dans un grand appartement vert au rez-de-chaussée d'un immeuble. Nous ne faisions confiance à personne qui se donnait la peine de frapper à la porte principale, car seule la police et le facteur le faisaient. Pour moi, c'était la même chose. Tous les autres passaient par le balcon et entraient directement dans notre salon. Un visiteur fréquent était le dealer de ma mère, que nous appelions le grec. Une fois, alors que maman était dans sa chambre, le grec m'a forcé à boire un verre avec lui. Je n'avais que 7 ans à l'époque. Lorsque ma mère l'a découvert, elle l'a chassé de la maison. Mais, comme elle me l'a expliqué plus tard, tout le monde a droit à une seconde chance, et elle a fini par le laisser revenir. Au cours de l'été 1999, alors que j'avais 8 ans, ma mère avait vraiment des difficultés avec sa consommation de drogue. Adam semblait proche de la mort après 23 ans de dépendance. Et je commençais lentement à comprendre ce qui se passait autour de moi. Ma mère s'était convaincue qu'elle pouvait se droguer jusqu'à ce que je sois en âge de comprendre ce qu'elle faisait. Mais la vérité, c'est qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. Un jour de cette même année, son vieil ami Mike est venu me rendre visite. Il avait été en prison avec Adam pour contrebande. C'était comme s'il était une personne complètement différente. Il n'était ni fatigué, ni étourdi, ni nerveux. Il rayonnait d'une joie et d'une paix qui ont immédiatement fait pleurer ma mère. Mike l'a réconforté et lui a parlé de sa guérison et de sa libération. Sa seule présence éclairait notre sombre appartement. C'était comme si quelqu'un éclairait une grotte noire avec une torche. Adam l'a mis à la porte de l'appartement avant de casser quelques meubles et de crier qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec Mike. Mais Mike est revenu pour expliquer à nouveau comment il s'était libéré de la dépendance. Quelque temps après, ma mère et Adam en sont venus à considérer la nouvelle vie de Mike comme une bonne chose, et cette prise de conscience les a aidés tous les deux. Des dizaines de tentatives de désintoxication avaient échoué. Les médecins, les psychologues et les travailleurs sociaux ayant insisté sur le fait que la volonté d'arrêter la drogue devait venir de l'intérieur, une force qu'aucun d'entre eux ne pensait avoir. Mais leur ami Mike avait réussi à s'en sortir grâce à sa force intérieure, ce qui a donné à Adam et à ma mère l'espoir d'en faire autant. Mon beau-père est devenu abstinent après plus de 20 ans de toxicomanie, tandis que ma mère a vaincu une profonde dépression qui l'avait conduite au bord du suicide à plusieurs reprises. Ils avaient ressenti le vide, la tristesse et le désespoir, mais ils étaient désormais remplis d'amour et de sécurité. Malheureusement, tout le monde autour d'eux n'a pas eu la même chance. Beaucoup de leurs amis sont morts à cause de leur dépendance. Ma mère
est décédée d'un cancer à l'âge de 39 ans. Tout au long de sa vie, elle a vaincu des monstres et des démons, tout en témoignant à ses proches une incroyable dose d'amour. Au milieu du marécage de la drogue dans lequel j'ai grandi, j'ai eu une enfance magnifique et je ne peux que la remercier pour cela. Ma meilleure amie et moi avons été amies pendant plus de 10 ans et même si nous avons connu des hauts et des bas, nous en sommes toujours sortis. C'est pourquoi j'ai été complètement prise au dépourvu lorsqu'elle a essayé de gâcher mon mariage. Je savais qu'elle était égoïste. C'est le genre de personne qui veut qu'on s'intéresse à elle tout le temps, quoi qu'il arrive. Cela ne me dérangeait pas que tout tourne autour d'elle, parce que cela ne m'affectait pas directement et que je ne me souciais pas d'attirer l'attention. Elle s'intéressait à ma vie et était plaisante à fréquenter, ce qui n'a pas été un problème majeur pendant les 10 années et plus où nous avons été amis. Elle semblait ravie pour moi lorsque je me suis fiancée. Elle paraissait extrêmement heureuse pour moi lorsque je lui ai annoncé que mon petit ami m'avait demandé au mariage, comme devrait l'être une meilleure amie. Elle m'a dit qu'elle avait hâte d'être ma demoiselle d'honneur et de participer à l'organisation du mariage. Je ne lui avais pas encore demandé officiellement, mais j'ai laissé passer parce que j'ai supposé qu'elle était juste très excitée. Elle a commencé à poser des problèmes dès que je lui ai dit que j'avais réservé une date de mariage. Lorsque j'ai fixé la date du mariage sans la consulter au préalable, elle a eu une réaction étrange. Elle m'a dit qu'elle prévoyait de partir en vacances cette semaine-là et m'a demandé si je pouvais changer la date. Il restait encore 1 an avant le mariage. J'étais très confuse parce qu'elle n'en avait pas parlé avant, alors qu'elle savait que je voulais me marier à cette période. J'ai pensé qu'elle était contrariée parce qu'elle ne recevait pas toute l'attention. Je lui ai même posé des questions à ce sujet, mais elle a insisté sur le fait qu'elle avait décidé de partir en vacances cette semaine-là et que c'était la seule raison. Nous avons fini par trouver une solution, mais je n'en revenais toujours pas. Elle a fait de la vie des autres demoiselles d'honneur un véritable enfer. Les problèmes ne se sont pas arrêtés là. Elle ne voulait pas travailler avec les autres demoiselles d'honneur sur les préparatifs et se disputait constamment avec elles. Elle voulait tout faire à sa façon et prendre les décisions finales parce qu'elle disait que c'était son droit en tant que demoiselle d'honneur. Tout ce que je voulais, c'était que l'organisation soit amusante et elle gâchait totalement l'expérience pour les demoiselles d'honneur et moi. Elle s'est battue contre moi à chaque étape. Par exemple, lorsque nous avons choisi les robes des demoiselles d'honneur, elle s'est plainte de la façon dont elle lui allait, même si j'ai fait de mon mieux pour choisir un style flatteur. Elle a fini par accepter, mais après avoir commandé les robes, elle m'a appelé pour me dire qu'elle n'avait pas les moyens de la payer. La robe n'était pas du tout onéreuse et je savais qu'elle avait beaucoup d'argent. Mais je l'ai quand même aidée ainsi que les autres demoiselles d'honneur à payer la robe parce que je voulais éviter un drame.